Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, au nom de Capitalcom et de DLA Piper, je vous souhaite la bienvenue à ce 6e Grand Prix de l'Assemblée Générale du CAC 40. Pour justement un président d'entreprise, c'est formidablement instructif de pouvoir screener toutes les assemblées générales de la place de Paris, parce que c'est un formidable benchmark en fait, et on s'aperçoit à quel point toutes les entreprises ont des idées, ont des façons de faire qui leur sont propres et desquelles on peut apprendre et progresser. Et je crois que le cru de 2011 a justement été un premier cru de plus grande sincérité, de plus grande émotion. On évoquait ça avec le jury. L'Assemblée générale devient ce qu'elle doit être, à mon sens, c'est-à-dire un moment privilégié d'échange sincère, spontané, direct avec les actionnaires individuels, institutionnels qui sont dans la salle, et donc un moment extrêmement important de la vie d'entreprise. Nous avons été particulièrement attentifs, comme chaque année, à ce que nous ont rapporté les analystes qui ont vécu toutes ces assemblées générales. Dans les critères que le jury a appliqués figurent donc ces meilleures pratiques, tout ce qui est relatif à la gouvernance, maîtrise des risques et procédures d'anticipation, les ressources humaines, la valorisation du capital humain et la transparence en matière de rémunération, les informations relatives à l'affectation du résultat, mais mises en relation avec la stratégie de l'entreprise et sa croissance, et le fait de veiller à ce que les résolutions soient bien motivées, soient bien formulées, avec un exposé précis des motifs. Alors pour les 5 grandes tendances, la première, c'est une très très forte montée en puissance cette année de la RSE, comme le disait Jean-Paul Agon, dans ces assemblées générales. C'est vrai que chaque année, on observe une montée en puissance. Cette année, on a vraiment passé un cap supplémentaire, puisque objectivement, on peut compter sur les doigts de la main les groupes qui ne font pas référence, qui ne font pas de développement au domaine de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. C'est vraiment une dimension qui est totalement intégrée aux assemblées générales, et c'est vraiment la première année que ces développements prennent autant d'importance. Au niveau juridique, comme vous le savez, au niveau international, on en est à la soft law dans ce domaine. En France, on a une loi, mais la loi ne peut modifier les comportements. La loi en France simplement oblige les entreprises à informer sur ce qu'elles font dans ce domaine, puisque les entreprises doivent apporter des informations dans leur rapport annuel de gestion, mais elles doivent collecter des informations et les donner, les rendre publiques, mais ça ne veut pas dire modifier son comportement. Donc ça veut dire que ce sont les gens, les entreprises elles-mêmes qui peuvent décider elles-mêmes d'aller vers ces enjeux et de modifier leur propre comportement. Et il semble, à travers les assemblées générales, que c'est ce qu'elles ont choisi de faire. Deuxième tendance que l'on a observée pendant ces assemblées générales, c'est le partage de la valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment un thème totalement inédit. On peut considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas quasiment une seule assemblée générale au cours de laquelle une question n'a pas été posée sur le partage de la valeur ajoutée, évidemment au projet de loi. Oui, en effet, c'est une tendance intéressante et moi je la rapprocherais de la tendance que vous avez soulignée, M. Agon, du parler vrai. Alors le parler vrai, j'ai trouvé une définition que je trouve très belle, c'est traiter l'autre en égal. Alors là, la troisième tendance majeure, on en avait déjà un peu parlé par les années précédentes, mais elle est allée là encore en augmentant. On a relevé cette année 27 questions portant sur les risques. Alors, les risques, c'est quoi? Donc, des questions qui portent à la fois sur la prime d'assurance. Est-ce que le montant de la prime d'assurance va pouvoir couvrir l'ensemble des risques de l'entreprise? Donc là, il y a un petit peu de pédagogie à faire. Et puis également des questions sur les dispositifs d'anticipation, de prévention, de gestion, de contrôle des risques. Beaucoup de groupes ont maintenant mis au point des cartographies de risques. Certains les présentent maintenant en Assemblée générale et c'est, je crois, une tendance qui va se renforcer dans l'avenir.
Alors la quatrième tendance, c'est l'effort de pédagogie qui a été conduit cette année dans le domaine de la gouvernance au sens large. Il y a 3 domaines en particulier que l'on a pointés du doigt. D'abord la mixité, je vais y revenir. Deuxièmement, ce qu'on appelle les structures monistes. Et puis troisièmement, la rémunération. Je crois que ce serait également important en termes de diversité qu'il y ait plus de juristes dans les conseils d'administration. Moi, je trouve que ça mérite réflexion et qu'il faudrait peut-être élargir un peu les conseils à ce type de compétences. La 5e grande tendance, on en a déjà parlé, c'est une forme de parler vrai. Ça sera un petit peu notre point de conclusion. C'est vrai qu'on a connu des assemblées très formelles, très juridiques, quelquefois très houleuses, avec à certaines années beaucoup d'agressivité, où des actionnaires étaient vraiment dans une posture de demander de rendre des comptes à des dirigeants. C'est pas du tout ce que l'on a observé cette année, et de part et d'autre. En tout cas, ce retour à l'affectio societatis nous a beaucoup intéressés, beaucoup interpellés. Et on s'est dit que peut-être on était en train d'écrire une nouvelle histoire, peut-être, dans la relation entre les dirigeants et leurs actionnaires. Alors en fait, le CNP, c'est déjà une réalité internationale. La plupart des grands pays développés ont mis en place le CNP. Je pense d'abord que la France ne pourra pas rester à l'écart. Quand on voit que pratiquement tous les grands pays l'ont adopté, d'abord, peut-être que la Commission européenne fera en sorte que la France ne pourra pas rester à l'écart. Et je pense même que ce n'est pas l'intérêt des entreprises françaises de rester à l'écart d'un tel mouvement, d'un mouvement mondial. On retrouve tous les grands pays. On va y aller, mais il faut le faire de manière lucide et prudente. Vous récompensez 5 meilleures pratiques. Les 5 meilleures pratiques, moi j'y adhère tout à fait, c'est aussi le sens de ma présence ce matin. La conformité avec les codes de gouvernance relatifs à la composition, au fonctionnement, à la diversité du Conseil. La présentation des procédures d'anticipation et de maîtrise des risques. Le 3e, qui aurait même pu être le premier, la valorisation du capital humain, dans une présentation des performances extra-financières. 4e, l'information explicitant l'affectation du résultat au regard de la stratégie de croissance. Et enfin, l'exposé précis des motifs des résolutions. J'aurais rêvé d'être dans le jury et je pourrais signer justement sur ces différents points. Voilà pourquoi je voulais être là pour cette remise de prix, pour vous passer des messages qui, je le crois, nous partageons, mais vous permettre aussi de penser que vous avez une vocation, en ce qui vous concerne, d'ambassadeur pour les autres. Alors je dirais que promouvoir le visage humain du capitalisme, c'est aussi et en même temps lutter contre les aspects déshumanisants du capitalisme. Alors on voit bien, et là dans l'accent qui a été mis depuis le début de la matinée sur la question de la responsabilité sociale des entreprises, sur la question du partage de la valeur, on voit bien qu'il est question de la finalité de l'entreprise. Et d'une certaine manière, ce qui a été évoqué des questions débattues lors des assemblées générales d'actionnaires montre bien que se pose la question de la finalité. Alors on pourrait avoir de longs débats plus philosophiques là-dessus, mais on peut dire, peut-être pour raccourcir les choses, que, en tout cas moi c'est la thèse que je défends, que la finalité de l'entreprise, ce n'est pas la maximisation du profit, que faire du profit, c'est un moyen nécessaire au sens fort du terme, c'est-à-dire ce qui ne peut pas ne pas être, mais que c'est un moyen au service d'une finalité qui est à la fois économique et sociale. Je pars du principe qu'une bonne gouvernance, ça veut dire un conseil d'administration fort et un conseil d'administration qui est très impliqué. Comment définir les meilleures règles structurelles pour avoir le meilleur conseil d'administration possible ? Comment est-ce qu'on peut renforcer l'administrateur, c'est-à-dire le rendre plus à même de faire ce qui lui est demandé et ce qu'en attend en principe et la société et les investisseurs, les actionnaires ? D'abord, quel que soit son niveau d'expérience préalable, on peut chercher à augmenter son expérience, et c'est-à-dire augmenter sa pratique. Je pense qu'il est essentiel pour chaque conseil et chaque comité de nomination de se poser la question de quel type de compétences sont nécessaires et comment les gens qui vont rentrer dans ce conseil ou qui y sont ont les compétences qu'il faut. Alors dans la vie d'un chef d'entreprise, il y a toujours un arbitrage. On a beaucoup parlé des arbitrages financiers, mais il y a l'arbitrage du temps. Et d'une façon traditionnelle, le temps est partagé entre les clients, les salariés et les actionnaires. On a beau être le meilleur expert, le plus grand chef d'entreprise, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout et on ne peut pas forcément, on doit garder un regard extrêmement humble sur les choses et surtout l'expertise ne répond pas à tout. Ça n'est plus celui qui détient le savoir qui gagne la bataille de l'innovation, c'est celui qui partage le savoir. Il y a encore peu,
de présentations dans les assemblées générales, même si c'est vrai, elles sont de plus en plus nombreuses, mais c'est vrai que le chiffre est encore très très faible par rapport à ce qui peut se passer en Angleterre ou aux États-Unis, où là, la présentation des risques dans les assemblées générales est quelque chose de beaucoup plus courant. Mais il y a quand même des efforts quantitatifs et qualitatifs. Alors, il y a une très grande disparité. Ça dépend de la taille du groupe, de sa capitalisation boursière. Ça dépend de l'endroit où elle est cotée, CAC 40, mid-cap, small-cap. Ça dépend de ses activités et ça dépend surtout de son lieu de cotation. Prenez l'initiative de dévoiler vos risques, ça rassurera vos investisseurs. Et nous voilà parvenus au moment fort de cette remise du Grand Prix de l'Assemblée générale. Alors, le prix spécial du jury est attribué pour les Assemblées générales 2011 à BNP Paribas. Cher Michel, j'ai le plaisir de vous remettre c'est tout le trophée qui est plus intéressant que le papier. Écoutez, je suis très ému et touché de cette distinction qui va naturellement à l'entreprise, à BNP Paribas, cela va de soi. Je comprends que les raisons de cette distinction sont l'originalité de notre Assemblée générale de cette année. C'est vrai que ça a été une Assemblée générale un peu originale pour une raison qui tient au fait que j'ai toujours considéré que les décisions les plus importantes dans la vie de l'entreprise, ce sont nos actionnaires en Assemblée générale qui devaient en avoir la primeur. Alors, le troisième prix est remis à GDF Suez, qui est représenté par Anne Ravignon, directrice de la communication financière. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. Et qu'est-ce que ça représente comme responsabilité et comme risque d'être directrice de la communication financière ? Beaucoup d'enjeux. Et l'Assemblée générale, c'est un moment privilégié pour nous pour être à l'écoute de nos actionnaires. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif très large. Nous avons une enquête, par exemple, pré-Assemblée générale, où nous sommes à l'écoute de nos actionnaires. Donc 1250 actionnaires, par exemple, cette année, y ont répondu. Nous développons un dialogue continu avec nos actionnaires en région, à Paris, en Belgique, parce qu'on a également beaucoup d'actionnaires en Belgique. Nous avons un comité consultatif des actionnaires, donc avec qui nous dialoguons régulièrement et notamment sur les risques. Et c'est un travail d'équipe, c'est pas uniquement la communication financière, c'est le secrétariat général dont certains membres sont présents ici, c'est la communication au sens large, c'est tout le groupe qui est très impliqué sous la direction de notre président. Voilà. Alors vous pourrez donc, chère Madame la directrice, lui remettre son auréole, qui est aussi en forme d'hémicycle, comme on l'a remarqué tout à l'heure. Le deuxième prix, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, parce qu'il n'est quand même pas habitué au numéro 2. C'est BNP Paribas, et j'appelle Michel Pébreau, président du conseil d'administration. Voilà. Donc... Merci Philippe. Écoutez, je suis extrêmement touché parce que, si je puis dire, le fait qu'une entreprise financière puisse figurer dans votre classement cette année est pour moi une grande source de satisfaction. Merci. Alors, le lauréat de 2011 est Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire. Vous avez la gentillesse d'être parmi nous. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure, et j'ai assisté avec intérêt au débat, à des choses qui sont très importantes pour l'entreprise. Et pour répondre à votre question, le Schneider Electric d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Schneider de 1993. Ça a été un programme de changement, d'innovation et de développement extraordinaire et très excitant.